Bonsoir à tous les amis, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc je vous fais une petite vidéo, comme toujours, qui j'espère va beaucoup vous intéresser. Donc cette vidéo, ça va être sur la distension abdominale. Et du coup, je vais vous montrer un exercice simple pour contrer cette distension. Mais vous savez que j'aime pas montrer des exercices comme ça sans introduction et sans compréhension de ce qu'on fait, parce que c'est pas le tout d'avoir des bons exercices, c'est surtout d'avoir une étiologie, une cause de cause. Et donc, comme vous le savez tout le temps, parce que je fais que répéter, on a différents muscles qui peuvent projeter à distance et avoir des symptômes qui sont similaires d'une pathologie à une autre, mais un symptôme syn, ça veut dire ensemble, et ptôme, ça veut dire tomber en termes d'étymologie. Donc on est toujours sur des systèmes imbriqués dans d'autres, et chaque cas est différent. Donc c'est important de comprendre, d'avoir une vision très globale, et de se dire que tout marche avec tout, et que tout est lié, et qu'on ne peut pas continuer à avancer sans étiologie. Si on n'a pas d'étiologie précise, ou en tout cas le plus précis possible, on ne va pas pouvoir reconditionner ce mouvement de préservation instable qu'est la douleur. D'accord? Donc, la distension abdominale, vous savez, c'est quand le ventre il est relâché. Donc, ça ne touche pas que les femmes après une grossesse, ça ne touche pas que les gens qui ont des soucis au niveau digestif, par rapport au foie, etc. C'est pas que digestif. Moi, je vais me concentrer sur l'étiologie musculaire. Parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous intéresse sur cette chaîne. C'est le système myofacial, muscle plus fascia, parce qu'on est sur la machine primaire de la vie, quel appareil locomoteur. Et donc quand il y a une étiologie musculaire, donc d'origine musculaire, dans tous les cas, c'est une inhibition, c'est-à-dire que le membre n'est plus perçu correctement, et donc le muscle, il est hypertonique ou hypotonique. Donc quand c'est un point trigger, que ce soit les fibres de type 1 ou les fibres de type 2, c'est de l'hypertonie. Alors que quand c'est pas forcément un point trigger, on est sur de l'hypotonie. D'accord? Vous vous rappelez, les fibres de type 1, les fibres lentes, c'est-à-dire les fibres rouges, et les fibres de type 2, les fibres rapides, les fibres blanches. Et donc comme elles sont blanches, c'est qu'elles sont peu vascularisées. Et donc elles marchent au sucre, alors que elles vont faire un contrôle moteur fin. Donc on va être plus sur les muscles superficiels, alors que les muscles profonds, c'est des fibres de type 1, c'est des muscles plutôt dits posturaux, qui vont faire plutôt la statique, la stabilisation si vous voulez. Bref. Donc qu'est-ce qui peut causer ce relâchement au niveau du ventre, au niveau des abdominaux? Et vous allez comprendre à quel point les abdominaux sont importants. Premièrement, des exercices répétés. Donc c'est pas qu'ils soient mauvais, vous savez, il n'y a pas de faux mouvement. Le souci, c'est le manque de variation de mouvement. Donc quand on est limité dans une direction, et donc il faut chercher cette préférence directionnelle, mais qui est antalgique si vous voulez, mais on doit pouvoir tout faire à la fin. Il n'y a pas de faux mouvement, le corps humain, il peut faire toutes les positions, il n'y a aucun problème, on est fait pour être souple et adaptable. Et donc s'il y a une limitation quelque part, c'est qu'il y a eu un manque de variation. Si je mets un animal en immobilisation forcée, que je l'empêche de bouger, il va stresser. S'il stresse, le muscle se contracte et le muscle est un activateur unidirectionnel qui n'a pas de marche arrière. Donc si vous faites un exercice physique ou un geste répété, une posture prolongée, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle est prolongée. C'est ça qui est mauvais. Le stress, il fait que je rentre en pathologie, mais c'est aussi le stress qui peut me rendre plus résistant à une condition environnementale défavorable. Et personne n'a la même réserve cognitive. C'est-à-dire que quand on parle de muscle, on parle de cerveau. C'est ça qu'il faut comprendre. On parle de cerveau et on parle de génétique. Quand on parle de muscle, on parle de génétique et on parle de cerveau. Parce que vous êtes sur des neurotransmetteurs. Parce que vous êtes sur le neurotransmetteur, l'acétylcholine, qui fait le lien entre le système nerveux autonome et le système nerveux central, qui fait cette neuromédiation. Et donc vous êtes sur cet axe cerveau immunodigestif, quoi. Vous êtes sur cet axe cerveau crânien, cerveau abdominopelvien. Et donc vous êtes sur quelque chose de très primitif, c'est ça que je veux dire. Donc, à force de faire des mauvais exercices, vous allez toujours le même exercice répété, voilà, c'est plus ça,
vous allez toujours renforcer une chaîne au détriment d'une autre. Et du coup, ça va finir par mettre trop de pression dans le ventre. Donc s'il y a une pression excessive dans le ventre, vous pouvez avoir par exemple une inflammation au niveau de la ligne blanche, d'accord, au niveau de la sangle abdominale, d'accord. Et donc ça, c'est la première étiologie des exercices répétés, vous l'avez compris. C'est que si je fais, à force de faire mon exercice, je fais une contraction, et moi je finis par faire une suractivité musculaire, et donc je fais une diminution du débit sanguin, et donc l'acide s'accumule, on a une accumulation de métabolites acides, ça hyperexcite les nocicepteurs par le neurone WDR, d'accord, et on va faire merder les fibres nerveuses de la douleur. Fibre C, fibra delta, etc. Il y a une perte de motilité au niveau de la peau, et cette perte de motilité au niveau de la peau, elle finit par tamponner au niveau de la moelle épinière, et la moelle épinière, elle finit par dire danger, danger au cerveau, et le cerveau, il finit par ne plus arriver à freiner ce qui monte le long de la colonne vertébrale. Il a perdu son influence inhibitrice. D'accord. Deuxièmement, claquage musculaire, c'est-à-dire une élongation ou une déchirure, par exemple. Par exemple, un étirement excessif. Donc c'est pour ça que je vous répète que les étirements, ils doivent être plutôt faits le soir, à distance des exercices de renforcement, pour ne pas contrecarrer ce travail d'activation musculaire que vous essayez de faire. Et surtout, un étirement, tant qu'il est doux et progressif, ça suffit. Donc un étirement 30 secondes 2 fois. D'accord. Ou ça peut être, par exemple, une contraction rapide. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut vous échauffer, parce que le muscle, il faut qu'il soit chaud, pour pas le stresser comme ça, tu vois, à froid. D'accord. Et troisièmement, une faiblesse musculaire en étiologie. Donc c'est la dernière étiologie possible, quand il y a une distension abdominale, au niveau d'origine musculaire, j'entends. Une faiblesse musculaire. Et donc de toute façon, quand il y a des exercices répétés, le muscle il va finir par s'inhiber, donc il va s'affaiblir, mais il va s'affaiblir en mode faiblesse d'endurance. Parce que de toute façon, les abdominaux, c'est une qualité de fibre qui est relativement endurante de base. Contrairement aux muscles spinaux, au niveau des spinaux. Vous voyez les lombalgiques chroniques, ils ont un déficit de 70% au niveau des muscles spinaux. Ils sont déficitaires, alors que dans les abdos, on n'est même pas, je sais plus, 20% je crois, ou 30% de déficit dans les abdominaux. Donc les abdominaux, on n'est plus sur un souci de contrôle moteur. C'est des muscles qui ont une sacrée mémoire de récupération, contrairement aux muscles du dos. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je muscle, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que le ratio il est défavorable. Si je muscle mes abdominaux et je muscle mon dos de la même manière, par exemple pendant, je sais pas, c'est une métaphore, c'est un exemple, pendant 2 semaines, 3 semaines, et que j'arrête de faire mes exercices, je vais fondre beaucoup plus vite dans le dos en termes de musculature que mon ventre. Mon ventre, je vais garder l'acquis beaucoup plus longtemps. Et je vais déconditionner moins vite dans le ventre. Maintenant, vous avez toujours cette interrelation, tu vois, intestin, psoas abdominaux, etc. Les intestins s'inflamment, le psoas s'inflamme, le psoas s'inflamme, il n'y a rien qui marche, et c'est zéro. Le psoas. Il est au milieu de tout, c'est le muscle le plus important du corps humain, comme je vous le dis tout le temps, mais on ne peut pas le traiter seul au vu de son environnement anatomique, parce que justement, il est au milieu de tout. Il est dans un vrai carrefour postural. Et donc, il va falloir aider tout son environnement pour l'aider à se coactiver correctement avec le fessier et à faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire stabiliser et jouer à la stabilité du complexe lombo-pelvis-fémoral. Okay. Donc, peu importe l'étiologie, vu que vous avez une inhibition motrice, c'est-à-dire que le muscle, j'arrive plus à le récupérer correctement avec mon cerveau, il fait pas le travail qu'il devrait faire, donc il finit par ne plus savoir se placer dans le schéma moteur corporel, à cause des compensations musculaires qui ont découlé de cette amnésie, de cette inhibition motrice. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on va avoir des douleurs, bien sûr, et des limitations de mouvement, et potentiellement de l'inflammation. De toute façon, le point trigger, même si c'est des points trigger qui font 2-3 mm, on est sur des terrains, des micro-terrains pro-inflammatoires et pro-contractiles. Donc vous avez plusieurs types de distension. C'est-à-dire que vous pouvez être plus ou moins ouvert en haut ou en bas. Je vous mettrai une image, je vais essayer de vous la trouver. Et n'oubliez pas que vous êtes sur le modèle de Panjabi. Système nerveux central, form closer, force closer. Donc le système myofascial, force closer, le système ostéo-articulaire, form closer, la forme des choses. Et que le centre de l'équilibre humain, il est au-dessus du nombril, the core. Donc vous vous doutez que si vous n'avez pas le ventre, vous n'avez rien. C'est zéro. D'accord ? Le centre de l'équilibre humain, il est au-dessus du nombril en termes
je fais face à la gravité. Et on est sur un modèle de tenségrité biologique. Donc le modèle de tenségrité biologique qui nous vient d'un biologiste moléculaire de Harvard qui s'appelle Donald Dingber, qui a été beaucoup développé dans les cellules, que les cellules elles détectent la tension mécanique et qu'elles convertissent ça en signaux chimiques, alors que le système myofacial, le système osteoarticulaire, myofacial, etc., ça a été reconnu, ça n'a pas encore été reconnu, ça a été considéré comme une hypothèse crédible au niveau du système myofacial et squelettique, etc. Et ça nous dit que les tendons et les ligaments eux-mêmes tendus font que les muscles compriment les articulations. Donc quand il y a un point trigger, vous vous rappelez, le point trigger font partie du tableau clinique, mais ce n'est pas le tableau clinique. Il y a un schéma moteur compensatoire qui s'est mis dedans par rapport à une stratégie d'évitement de la douleur. Et donc, les prérequis, c'est pour ça que je vous parle de The Core, ça reste l'engagement préalable du périnée et du transverse. Quand je lève mon bras ou que je lève ma jambe, le premier muscle qui se contracte, c'est mon transverse, parce qu'il se coordonne. Vous comprenez que le transverse, il est synergique avec le périnée et le multifide. Et ces trois-là, ils font ce qu'on appelle l'ajustement postural anticipateur, qui vont précontracter avant tout le reste. Donc comme vous êtes sur une sphère, la sphère pelvienne, et moi je mets le ventre dedans, pour moi on est vraiment sur ce truc-là, ventre, hanche, bassin, tu vois. Et ben, tu sais que le moindre retard dans le transverse, je vais le payer de la tête aux pieds, peu importe comment. Je vais le payer, peu importe comment. Donc le meilleur moyen de prévenir les blessures, ça reste de bosser ce transverse et ce périnée et ce multifide pour stabiliser tout ce qui est courbure physiologique au niveau de l'équilibre sagittal, c'est-à-dire les articulations du dos, l'équilibre du dos, en somme, pour garder les courbes physiologiques, pour qu'il n'y ait pas, par exemple, d'hyperlordose, de syphose dorsale majorée, de rectitude cervicale. Vous voyez ce que je veux dire? La stabilité, d'accord? Stable et mobile, les deux en même temps, il faut être. Donc vous allez, si vous avez une distension abdominale, j'aurais pu vous lister des conséquences infinies, mais je vais essayer d'être le plus synthétique possible et le plus pragmatique possible. Vous allez avoir des conséquences partout, de la tête aux pieds, potentiellement. Donc en numéro 1, bien sûr, une surtension du psoas. Et donc si le psoas ne va pas, il n'y a rien qui va, et ça ne fait aucun doute. Le psoas, c'est le muscle qui fait que je fléchis ma hanche. On est sur un fléchisseur de hanche, le seul muscle qui relie les jambes et le dos, et le muscle qui a le plus de nerfs impliqué dans les réponses de combat et de fuite, qui se coactive avec le fessier. Et donc, ce que vous perdez dans le psoas, en termes de, tu vois, vous allez le stresser en fait, et bien vous allez le compenser dans les fessiers. Et si vous compensez dans les fessiers, vous allez perdre de l'extension de hanche. C'est que la hanche ne va pas aller assez en arrière. Et je le disais dans les vidéos que je vous ai faites juste avant, si vous perdez l'extension de hanche, vous allez le payer dans la ceinture supérieure avec une perte d'extension thoracique. Parce que vous êtes sur des interrelations articulaires, hanche-épaule, épaule-cou. Ceinture pelvienne, ceinture scapulaire, ceinture occipitale, la tête, les épaules, le bassin. Et ces ceintures, elles doivent rester parallèles. Et quand il y a un déséquilibre musculaire dans le bassin, c'est une pubalgie, peu importe pourquoi, c'est une pubalgie en fait, s'il y a un déséquilibre musculaire dans le bassin, eh ben, je vais avoir les ceintures qui vont finir par se chevaucher. Et je vais être en attitude scoliotique ou en scoliose, etc. Et je vais vriller, d'accord, avec une hanche plus haute que l'autre, une épaule plus haute que l'autre, mais en vrai, c'est plus en avant, c'est plus le terme. Et le psoas, il assure le centrage de la tête fémorale. Et donc, quand il est trop raide, il tire le bassin en avant, il déporte la tête fémorale en avant, il vient la mettre en butée, et on va voir tout ce qui est arthrose, au lieu de penser à équilibrer et permettre au psoas de centrer la tête au niveau du col, pour éviter qu'elle frotte. Donc, vous êtes sur un souci. En vrai, quand on parle d'arthrose, on est sur un souci plus de centrage articulaire, ce qui n'est pas un concept nébuleux, n'en déplaise aux médecins, et de compression de facettes articulaires au niveau des muscles. Un muscle qui ne fonctionne pas, c'est un muscle qui s'épaissit. Un muscle qui s'épaissit, il empêche l'articulation de bouger, il vient la comprimer. Tout en faisant une faiblesse de protection, tout en empêchant l'étirement complet du muscle, tout en le mettant en relaxation incomplète. Et comme je ne vais pas vous répéter tout, mais quand les articulations ne bougent plus, vous allez avoir ça va entraîner cette hyperactivité au niveau musculaire et ces hypertonies. Donc, vous avez compris que la hanche c'est le bassin, c'est le châssis, les hanches, c'est les suspensions. Et donc, si vous perdez le ventre, vous allez stresser. Si vous n'avez pas les abdominaux, vous allez stresser le psoas. Le psoas, il va stresser le droit antérieur, qui est un fléchisseur de hanche comme lui.
Et vous allez stresser aussi les lombaires, et donc les carrés des lombes. Les lombaires, c'est pas le dos, c'est le muscle le plus profond de l'abdomen, et c'est un fléchisseur de hanche avec le psoas et le droit antérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes sur une dynamique pelvienne. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'on est sur le bassin, le moindre truc, je vais le compenser de la tête aux pieds, à ma manière à moi, par rapport à mon morphotype prédisposant, et par rapport à Roussoli, et par rapport à mon polymorphisme génétique. J'ai pas les mêmes gènes, j'ai pas la même physiologie que toi, que moi. Tu vois, personne n'a la même physiologie, la même génétique et la même morphologie, donc on ne compense pas tous de la même manière. Et donc on va avoir des douleurs musculaires potentiellement de la tête aux pieds. Donc ça comprend bien sûr des raideurs dans la hanche, des hyperlordoses lombaires avec une accentuation de cette cambrure lombaire. Plus je me cambre en bas, plus je m'enroule en haut, plus je m'enroule en haut, plus je me cambre en bas. Pression excessive dans le ventre, et je suis cuit. Tu vois ce que je veux dire? Et donc le diaphragme il est trop haut, je stresse, respiration apicale, survie, stratégie de défense, je stresse, le diaphragme il est stressé, le cœur il est stressé, ça accentue cet état de danger dans mon cerveau, ça fait que le système parasympathique, le nerf vague, donc, peut pas s'activer, il peut pas s'activer, et donc il marche en concurrence avec le nerf trijumeau, et donc vous êtes toujours sur des systèmes binaires, donc il n'y a aucun consensus possible, il y a toujours un système qui va tenter de remplacer l'autre, et donc il va falloir déstresser le psoas pour déstresser le diaphragme, et vice-versa. Et pour déstresser le psoas, peut-être faudra-t-il traiter cette distension abdominale en parallèle. D'accord? Et donc si vous avez une hyperlordose lombaire, vous avez ce qu'on appelle un rétrolisthésis. Et donc vous allez avoir de la compression nerveuse au niveau lombaire et vous pouvez avoir des lombalgies qui sont responsables, je crois à 60%, ça doit être le psoas. Psoas qui n'est jamais palpé, psoas qui n'est jamais évalué à la hauteur de ce qu'il est impliqué. Et psoas, quand on le regarde, on ne regarde pas le fessier avec, bizarrement, on ne regarde pas le verrouillage pubien, on ne regarde pas les rotateurs latéraux de la hanche qui vont stresser les adducteurs vont stresser le psoas. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout en même temps qu'il faut regarder. Il faut tout regarder. Segmentation globale, on regarde tout. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Tu vois, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et donc, s'il y a un déséquilibre musculaire dans le bassin, je vous l'ai dit, c'est une pubalgie. Et donc, si c'est une pubalgie, vous vous rappelez, forme psoas, forme adducteur, conflit de hanche, cam, pince mixte, hernie inguinale, arthropathie pubienne, la clinique. Putain de merde. Et vous êtes sur une sphère, donc vous rentrez tout de suite en périnéal en réalité, d'accord? Et du coup, par exemple, le bassin va être trop tiré en avant. Vous comprenez que s'il y a une hyperlordose lombaire, c'est que le bassin il est trop en avant. Il a été tiré en avant, avec une raideur des ischio-jambiers qui est souvent pathologique. C'est souvent le cas. Quand le fessier est trop faible, les ischios s'enraidissent avec. Et la rotule, elle finit par se coincer entre les deux systèmes et on se trouve avec des syndromes de l'essuie-glace, syndrome rotulien, etc. Avec des syndromes croisés inférieurs qui se compensent en syndrome croisé supérieur et après les deux s'autofreinent et la charnière, je suis pas bon et dérangements intervertébraux et compagnie, et hernie discale et compagnie, d'accord. Et donc si vous êtes sur une pubalgiforme psoas, vous êtes sur un syndrome croisé inférieur ou comme dirait l'ITMP, un déjettement antérieur par exemple. Xavier Dufour qui disait ça. Xavier Dufour, je l'ai croisé 3 fois, d'accord. C'est le directeur de Major Mouvement, ça vous donne une idée. Et donc, le rôle des abdominaux, c'est de ramener le bassin en arrière. Ok, premièrement. De stabiliser le tronc en soutenant cette colonne vertébrale et à prévenir les déséquilibres. C'est pour ça que je vous dis, le gainage, c'est le meilleur exercice pour prévenir les blessures. Mais le souci du gainage, c'est que quand on a compensé depuis tellement longtemps, eh ben, on peut avoir des douleurs de compression. Par exemple, le crunch, c'est à bannir quand on commence. Parce que, en cas de distension abdominale, le crunch, vous pouvez le bannir. Parce que déjà, vous allez éviter de favoriser l'enroulement thoracique que vous cherchez à combattre, mais surtout qu'il faut aider à isoler un peu ces abdominaux. Donc on va plus les travailler en hyposuppressif, et je vais vous montrer un exercice que je n'ai pas inventé, que j'ai trouvé dans le livre de Major Mouvement, et je trouve qu'il est très bien, donc c'est pour ça que je vous en parle, mais bon, je vous fais cette introduction et ce développement que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur YouTube probablement. Et donc l'importance de n'avoir aucun retard de contraction du transverse au niveau du ventre, sinon on va perdre l'ajustement postural anticipateur. Et comme je vous l'ai dit, on risque de créer
schéma moteur compensatoire de manière multi-étagée. Parce que quand vous êtes sur le bassin, vous êtes potentiellement sur une pathologie qui est multipathologique. Parce que vous êtes sur un carrefour postural et dans le bassin, toutes les chaînes myofasciales et neurophysiologiques, ascendantes et descendantes, elles montent, elles descendent, elles passent dedans. Donc s'il y a un truc qui merde, vous savez que potentiellement vous allez avoir tout qui va merder, de la tête aux pieds. On va se trouver sur une polyalgie et vu qu'ils ne savent pas faire des étiologies, ça ne les intéresse pas de chercher la cause de la cause et d'autonomiser les personnes alors qu'il n'y a que la personne qui sait où elle a mal. Et que si on n'a pas de résultat pendant 1 mois et demi, 2 mois sur un protocole, c'est qu'il faut changer le protocole. C'est que le cerveau, il ne peut pas apprendre, qu'il y a un souci d'intégration au niveau du cortex. Et donc, c'est que ce n'est pas les bons exercices, ou pas la bonne étiologie, ou pas comme ça, ou trop tôt. Il y a une raison, c'est ça que je veux vous dire. Et donc, un autre rôle des abdominaux, donc les grands droits, hein, c'est de protéger les organes avec une couche protectrice. Donc il va faire ça aussi, ils ne le disent pas, mais avec le psoas, parce que le psoas c'est le réflexe archaïque de la position fétale. Je me mets en boule quand il y a un danger. Boum, le psoas il s'engage. Je me mets en boule, pap. D'accord? Parce que le psoas il protège le ventre, qui est le vrai cerveau, avec ses 200 millions de neurones d'intelligence d'un chat ou d'un chien. Et on ferait bien de regarder les animaux, comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils font, parce que les animaux, ils savent ce qu'ils font et pourquoi ils font. C'est instinctif, et l'instinct est intelligent. Troisième rôle des abdominaux, bien sûr la respiration, particulièrement pendant l'expiration forcée. Et ça, je vais vous le montrer dans l'exercice qui sera parfaitement adapté. Et quatrièmement, stabiliser le bassin. Parce que comme je vous l'ai dit, vous êtes sur un carrefour postural. Donc, vous imaginez les structures dans un bassin, les adducteurs et les obliques qui se coordonnent, ils se verrouillent sur le pubis pour que le bassin ne bouge pas quand je marche. Si j'ai pas ça, j'ai rien. J'ai pas mon verrouillage pubien, donc il est défaillant, donc c'est 0. Si mon psoas s'il est trop raide, il est hypoélastique, il va empêcher la bascule du sacrum. Il va faire de la compression discale, il va mettre de la tension dans les spinaux. Les spinaux, ils vont désaxer les vertèbres et faire des hernies discales. Le multifide, qui fait partie des érecteurs du rachis et donc des spinaux, il peut projeter en faisant des fausses coccygodinies. D'accord. Si ma hanche elle est décentrée, bah, comme je vous dis, je risque d'avoir de l'arthrose et des amincissements au niveau du cartilage et des prothèses de hanche et compagnie. Ouais, je veux dire, je risque, dès que je suis pas déséquilibré, je vais compenser. La structure va pâtir de ce manque de soutien et d'équilibration, de coactivation par rapport à la musculature, parce que vous êtes sur un complexe articulaire interdépendant, la hanche, le pelvis et le rachis lombaire. S'il y en a un qui merde, tout s'y merde. Une hanche qui se verrouille dans mon cerveau, ça devient un pubis qui devient instable et la hanche opposée qui devient instable et un bas du dos qui devient instable. Et le souci, c'est que je déconditionne de la tête aux pieds. Le rachis lombaire, il est instable, il se déconditionne, la cage thoracique, elle se rigidifie, je m'enroule et la tête, le cou devient instable. Alors qu'il est censé être stable, la mâchoire elle se serre et je suis sur des interrelations articulaires et ça part de tous les côtés. Tu vois, essayez un peu de visualiser. Le psoas il se connecte directement au diaphragme par l'intermédiaire le psoas il se connecte directement au diaphragme. Le diaphragme il se connecte par l'intermédiaire d'un fascia au transverse. Le transverse il est synergique avec le périnée et le multifide. Le psoas il se coactive avec le fessier. Le psoas, c'est le seul muscle qui relie les jambes et le dos. Le psoas, il se coordonne, le fessier se coordonne avec le grand dorsal, qui fait le transfert de force entre les membres supérieurs et inférieurs, qui va faire les mouvements synchronisés, haut, bas, comme quand j'escalade un mur, par exemple. Et les adducteurs et les obliques, ils se coordonnent sur le bassin, comme je vous l'ai dit, et ils stabilisent le bassin. Et donc, vous voyez que vous êtes sur des... Ce que vous n'avez pas en haut, vous allez le payer en bas. Ce que vous n'avez pas en bas, vous allez le payer en haut. Ce que vous n'avez pas derrière, vous allez le payer devant. Ce que vous n'avez pas devant, vous allez le payer derrière. Et gauche-droite, vous allez vous trouver avec des réflexes d'asymétrie tonique posturale qui sont pathogènes. Et la solution, c'est pas une semelle. La solution, c'est faire travailler votre plasticité cérébrale à l'aide des neurones miroirs, entre autres. Et bien sûr, par le seul traitement valide, c'est le mouvement. Mais le mouvement juste corrigé et répéter suffisamment de fois tout en gérant le sommeil pour que mon cerveau puisse consolider la mémoire, mes émotions, pour changer mon attention et se faire une sélection différente au niveau des signaux du cerveau et gérer le stress, quoi.
en soutenant le système immunitaire, par exemple, avec des adaptogènes, du magnésium, des oméga 3, des plantes anxiolytiques, sédatives, ce qu'on veut, antalgiques, vous voyez ce que je veux dire, Golteri couché, pavot de Californie, crinière de lion, on va pas tous les faire, mais Nigel, vous voyez ce que je veux dire. Ok. Et donc pensez en termes de synergie. Voilà, je vous le fais simple, pensez en termes de synergie. Parce que vous avez cette interrelation musculaire, psoas grand droit, parce qu'il collabore. Donc le psoas, il fait la flexion de hanche et il stabilise le tronc. Il stabilise le tronc, le rachis et la hanche. Alors que le grand droit, il est directement impliqué dans la flexion lombaire, contrairement au psoas, et dans la stabilité du tronc. Et donc, comme je vous le dis, vous ne pouvez pas faire de crunch, parce que ce que vous n'avez pas, vous voyez, c'est que comme les grands droits sont distendus, j'ai trop de pression dans le ventre, je suis comme ça, le bassin part en avant et ma tête, elle se déporte en avant pour se placer au-dessus de mon bassin. Tu vois, le bassin, il oscille au-dessus des pieds comme un pendule inversé. Donc les pieds, c'est un point fixe relatif, d'accord? Et donc les pieds, c'est qu'une projection du bassin sur terre, d'accord? Et du coup, comme le grand droit, il assure plus ce rôle de stabilité du tronc, qu'est-ce qui va... Vu que le psoas, c'est son rôle aussi, c'est un de ses rôles aussi, ça lui fait trop de travail à lui tout seul. Et donc ça le stresse. Et donc si le psoas, il est stressé, comme je vous l'ai dit, compression discale, le fessier, il devient trop faible, parce que les fibres profondes, psoas, fessier, ça se rejoint. Le fessier, le fessier derrière, il est équilibré par le moyen fessier, le pyramidal et l'obturateur interne. Donc ça, c'est pour la ceinture pelvienne, si vous voulez, au niveau de l'équilibration. Alors que par contre, la ceinture, les épaules, par contre, elles sont centrées au niveau des fixateurs de la scapula, trapèze, rhomboïde, dentelé antérieur et élévateur de la scapula. Donc le grand dorsal, c'est le seul muscle qui relie la ceinture d'épaule et le bassin. Alors que le psoas, c'est le seul muscle qui relie les jambes et le dos. Donc il faut vraiment travailler les ceintures en parallèle. C'est ça que mes vidéos, elles ne peuvent pas expliquer. C'est ça que mes vidéos, elles peuvent pas tout faire, parce que moi, j'ai besoin de voir les gens pour voir comment ils fonctionnent. Quel est le schéma moteur, le mauvais schéma moteur, qui est devenu le nouveau schéma moteur de référence qui a été intégré dans mon cerveau. Vous comprenez que quand on parle d'inhibition motrice, on parle d'amnésie musculaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez... le cerveau n'a pas les bonnes informations, il ne peut pas donner les bonnes réponses. Il n'a pas le bon feedback neurologique, il sait plus où et quoi dans l'espace, qu'est-ce qui fait partie de lui. Et donc la peau, c'est un cerveau mis à plat. Donc les tests palpatoires, ils sont pas... Je trouve que les tests palpatoires, ils sont pas faits à la hauteur de ce qu'ils devraient. Les tests orthopédiques, ils sont pas faits à la hauteur de ce qu'ils devraient. Et ça, c'est pas normal. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est que si quelque chose ne va pas dans le cerveau, qu'un muscle ne fait plus, parce que le cerveau contrôle la longueur de tension des muscles autour de l'articulation de manière permanente, si un muscle principal n'est plus perçu correctement par le cerveau, c'est les synergiques, donc les synergistes qui vont chercher à faire ce travail-là. Et ça va les stresser parce que c'est trop long, ils ne peuvent pas faire ça. Et donc ils vont devenir dominants. Ça s'appelle la dominance des synergistes. Je vous en ai parlé plein de fois. Alors, j'entends. Donc au bout d'un moment, voilà quoi. Il faut savoir un peu de quoi on parle. Mais ce qui est sûr, c'est que rien n'est aussi simple et que vous êtes toujours sur cette histoire de coactivation. Et que je vous invite à penser comme les ostéopathes anglais. Les ostéopathes anglais, ils nous disaient une super citation que j'adore. Ils nous disaient, pour traiter le problème primaire, traiter le problème secondaire et le problème primaire se traitera de lui-même, se résoudra par lui-même. Et aussi, pas intuitif que ça l'est, il faut être contre-intuitif en anatomie. C'est ce que mon expérience, elle m'a appris. C'est que le problème est rarement que là où il a l'air d'être. Et surtout, souvent, c'est à distance. Donc avant d'être très local, très précis, commencez à déblayer. Et donc, il faut faire de l'étiologie, il faut faire de la clinique, des critères d'élimination, des critères d'inclusion, drapeau jaune, drapeau rouge, indicateur clinique. Qui a fait quoi? C'est ça qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. L'hypoactivité n'existe pas réellement dans le corps. Quand il y a une hypoactivité, c'est probablement qu'il y a une hyperactivité ailleurs. Et donc, quand vous êtes sur un syndrome croisé inférieur, vous avez un psoas raide, un ventre faible, un fessier faible, donc un fessier hypotonique, un ventre hypotonique, un psoas raide, hyperactif, hypertonique, et des spinaux hyperactifs, etc. Et quand vous êtes sur un syndrome croisé supérieur, vous allez avoir une faiblesse au niveau des fléchisseurs du cou.
alors que vous allez avoir une hyperactivité au niveau de, vous voyez, toute la chaîne postérieure en fait. Et par contre, les rhomboïdes vont plus réussir à fixer les épaules. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes sur des déséquilibres multi-étagés et c'est important de cibler qu'est-ce qui fonctionne trop, qu'est-ce qui fonctionne pas assez. Là où ça fonctionne trop, il va falloir le relâcher. Et là où ça fonctionne pas, va falloir le renforcer. Mais le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. C'est-à-dire en faisant fonctionner votre cerveau. Et pour que votre cerveau fonctionne, il faut rééquilibrer les chaînes. Il faut faire une équilibration au niveau des chaînes préalables et les intégrer de manière durable. Et ça, c'est 1 mois et demi, 2 mois minimum pour se faire une idée par rapport à la bonne étiologie. Si on a la bonne étiologie, on peut adapter un protocole d'exercice. Et donc là, il va falloir au bout d'un moment réapprendre à se pencher en avant et donc faire de la aller vers la flexion. C'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite qui s'appelle le Jefferson Curl, où j'explique pas mal ça, je suis très pédagogue dessus. Donc regardez celle-ci. Regardez aussi la vidéo que je vous ai faite, exercice pour le dos, que j'ai fait il y a un moment. Et je vous en ferai une, je ne sais pas quand, peut-être le mois prochain ou ce mois-ci si j'ai le temps, au niveau des exercices de mobilité articulaire douce. Et donc, je vais finir par quelque chose d'intéressant avant de vous montrer cet exercice qui est tout simple, hein, mais c'est important. Que ce soit une perte d'extension de hanche, c'est une pubalgie, d'accord? Ça fait partie du tableau. Et ou une perte d'extension thoracique, et ou une distension abdominale, peu importe, souvent elles sont isolées ou associées, vous comprenez? C'est qu'on est sur des pathologies qui sont isolées ou associées. Quand on parle de douleur chronique, de polyalgie, c'est qu'il y a un schéma moteur global qui n'est pas le bon. Parce que la réponse immunitaire d'un cerveau, c'est toujours une réponse globale. Et donc ça veut dire que c'est tous les capteurs. La peau, les muscles. Vous voyez ce que je veux dire? Cutané, les pieds, les yeux, la mandibule, la mâchoire, les os, au niveau mécanorécepteur, au niveau des os, périoste, au niveau donc articulaire, au niveau cutané, la peau, et bien sûr au niveau musculaire. Et les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes sur des capteurs multisensoriels et il faut passer par ces canaux pour réadapter. Mais ce qui est certain, moi je suis sûr, je suis simple, hein, j'aime bien être simple, il faut être simple. C'est que si vous voulez changer un souvenir dans un cerveau à long terme, les cibles thérapeutiques majeures, tout simplement, la peau et l'intestin. Si on veut, tu vois, c'est que ce qui module la réponse immunitaire dans un cerveau, c'est l'insula. Et l'insula, il communique tout le temps avec l'intestin. Et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et donc cette zone qui module la réponse immunitaire, c'est la même que l'évaluation de la douleur au niveau de la peau, la température au niveau de la peau, la pression sanguine, la vessie qui s'ouvre, qui se ferme, le langage, les commandes prémotrices, les émotions, la conscience de soi, l'altruisme, la générosité, l'empathie. Pourquoi? Parce que le cortex insulaire supporte le rôle des neurones miroirs. Et les neurones miroirs, c'est le même système qui code l'action, qui la réalise. C'est-à-dire qu'on est sur les neurones, si tu veux, de la... J'ai pas envie de dire l'imagination, mais de est-ce que j'existe ou pas et comment j'existe, tu vois. On est sur ce truc-là, de miroir de l'environnement, avec l'environnement. On est sur la barrière entre l'autre et moi. Et l'environnement est une source d'information directe. Si je te vois faire un mouvement, c'est les neurones miroirs qui s'allument comme si je fais le mouvement à un certain pourcentage. J'ai l'intention de faire un mouvement, mais je ne le fais pas. Les neurones miroirs s'activent comme si je le fais, même si je ne le fais pas. Et quand je fais le mouvement, bien sûr, ils s'allument. Et pour que je puisse imaginer un mouvement, faut-il que je m'en rappelle? Et pour que je m'en rappelle, faut-il que je puisse apprendre quand il y a une douleur chronique, il y a une perte de connectivité entre le cortex et l'hippocampe qui fait la liaison de tous les souvenirs, et le cerveau n'arrive plus à recruter de nouveaux souvenirs, il n'arrive plus à recruter de nouveaux circuits neuronaux, et donc l'apprentissage est impossible, parce que le cerveau n'arrive plus à créer des nouveaux souvenirs, l'hippocampe n'arrive plus à créer des nouveaux souvenirs, parce que l'amygdale, il gueule trop, parce qu'il y a une inflammation au niveau du cortex, et donc c'est pour ça que quand on parle de TOC, dépression, douleur chronique, il y a une inflammation concrète dans le cerveau, et donc le cerveau souffre, le corps souffre, tout souffre. Et donc il faut écouter de cette douleur au niveau de chercher à la combattre. Le problème de la douleur, c'est pas la douleur,
c'est le mouvement. C'est pour ça que je prends le temps que je prends et que les autres thérapeutes ne prennent pas le temps d'expliquer comme j'explique. Parce qu'au bout d'un moment, il faut prendre de la hauteur et être un peu objectif et se rappeler que aucun schéma moteur n'est figé dans le temps. C'est que le cerveau peut toujours apprendre. Et il peut apprendre comment? Par l'expérience. Et donc tant que j'entraîne pas mon cerveau à répéter la bonne expérience, faire des ponts par l'expérience, une expérience positive émotionnellement pour que l'hippocampe puisse apprendre, parce que l'hippocampe n'apprend que si c'est positif émotionnellement. Et si je ne dors pas, je n'apprends pas. Si je ne dors pas, je n'oublie pas. Et là, on a besoin d'oublier la mauvaise information, mais apprendre une nouvelle pour remplacer. Et cette information, c'est quoi? C'est un nouveau schéma moteur. Et il n'y a que le mouvement lui-même qui peut intégrer un souvenir à long terme dans un cerveau. Quand je parle de nouveaux circuits, de nouveaux neurones, si je crée des nouveaux neurones avec mon cerveau, il peut le faire, hein, il peut faire de la neurogénèse. Tant que je ne fais pas un mouvement et que je n'incorpore pas ces nouveaux neurones dans un nouveau circuit par un mouvement, c'est cuit. Et on sait que quand j'ai une douleur chronique, il y a des mouvements que je ne sais plus faire, que j'ai oublié comment faire. C'est plus ça. Pas que je ne sais plus, c'est que j'ai oublié. Donc je ne peux même pas le savoir, c'est que je ne sais même plus. C'est quoi? Parce que j'ai des inhibitions motrices. Mon cerveau, il a perdu la connexion avec certains membres. Des membres ne sont plus perçus correctement par le cortex. Et ça, c'est de la sensibilisation centrale. Donc quand vous avez, je vous ai dit, une paire d'extensions de hanche, une paire d'extensions thoraciques, une distension abdominale et ou, potentiellement, vous pouvez faire de la compression nerveuse avec des douleurs neuropathiques sur les nerfs, sur le nerf pudendal, sciatique, cutané antérieur, intercostaux, lombaire, ilio-inguinal, ilio-hypogastrique, etc., etc., etc. Donc, au lieu de regarder toujours le petit nerf qui s'est coincé, étiologie, c'est quoi? C'est canalaire, c'est neurodynamique, c'est le nerf, c'est la gaine du nerf qui est irritée ou c'est le nerf qui est irrité dans sa gaine? Le muscle il s'épaissit, il comprime le nerf dessous, neurocompression, c'est canalaire. Le nerf il est trop étiré, le pudendal, c'est le plus petit du corps humain. Parce que j'ai beaucoup de femmes en consultation, malheureusement. Parce que les femmes en douleur chronique, elles représentent 60%. Donc voilà, malheureusement. Mais vous êtes sur un truc où vous êtes sur un sac de nœuds, concrètement. Et donc au lieu de regarder les nerfs, que les nerfs, parce qu'ils ne se baladent pas dans l'espace spatial, je vous rappelle que le nerf, il peut se repousser de 2 à 3 mm par jour en régénération. On a un système nerveux périphérique, donc les nerfs, qui est super optimisé, contrairement au cerveau. Le cerveau, c'est beaucoup plus compliqué, même si c'est pas impossible de régénérer un cerveau, et ça commence par le sommeil, qui va activer le système lymphatique. Le système lymphatique qui va manger les débris cellulaires dans le cerveau. D'accord ? Et donc voilà, interrogez-vous. Interrogez-vous, interrogez-vous. Parce que des points triggers, dans les spinaux, comme je vous l'ai dit, les spinaux, s'ils sont hyperactifs, ils vont désaxer les vertèbres et faire des hernies discales, potentiellement. Les abdominaux, eux, en termes de points triggers, ils vont faire des barres horizontales. Une plus haute et une plus basse. Ils vont faire des irradiations de feu, mais en barre horizontale, les abdominaux. D'accord ? Donc voilà, donc je vais vous montrer un exercice tout simple pour remédier à ce problème de distension. Et en tout cas, c'est très important. C'est pour ça que j'ai pris le temps, c'est que c'est très important, parce que vous êtes sur le centre de l'équilibre humain. Et donc, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Gainage et position neutre pour comprendre vraiment l'importance du transverse. Ouais, donc, exercice de base, tout simple. Ok, vous prenez un foulard, bon moi je prends une écharpe, on s'en fout. Vous la mettez autour de votre ventre, vous la mettez au niveau du nombril. Vous faites un petit nœud, hop, au niveau du nombril. Vous essayez d'être en position neutre, ni comme ça, ni comme ça. Vous essayez d'être en position neutre, d'accord? Et tout simplement, c'est contraire à tout ce que je vous ai dit par rapport à la respiration tridimensionnelle, etc., etc. Mais c'est ce qu'on cherche, c'est le but de ce qu'on fait, ok? Donc vous allez inspirer. Vous n'allez pas chercher à gonfler le thorax, il faut vraiment que ça vienne du ventre. Donc vous allez inspirer, et quand vous allez inspirer, vous allez essayer de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale et de créer de l'espace entre votre foulard et votre nombril. Donc vous inspirez, vous engagez le périnée et le transverse, vous maintenez, périnée transverse, vous maintenez, et vous inspirez. Vous maintenez, et vous soufflez tout en maintenant, en essayant encore plus d'aspirer le nombril vers la colonne. Et en forçant l'expiration, vous engagez les grands droits. Et vous essayez de les réactiver.
qui soit plus hypotonique et que votre bassin ne parte pas comme ça tout le temps, avec cette hyperlordose lombaire, cette épaule qui s'enroule et cette tête qui part en avant, avec un pied qui rebondit plus contre le sol, et un genou qui est bloqué, et avec une hanche qui rentre vers l'intérieur. D'accord? Donc, vous inspirez. Ok? Et donc ça vous sert que de repère. Donc tout le monde a compris. Ça, vous pouvez le faire entre 3 et 5 fois. Tu vois, 3 et 5 fois par jour, ça suffit. Vous faites 3-5 respirations, enfin inspiration, expiration, expiration forcée. Donc vous inspirez dans les volumes courants, vous expirez de manière forcée. Mais cette fois-ci, vous ne cherchez pas à gonfler le bas du ventre, ni le thorax, ni les côtes. Vous cherchez juste à vous rappelez, respiration tridimensionnelle, le ventre, le thorax et les côtes postérieures. Bah là, c'est le contraire. Vous cherchez à faire ce ventre plat. Tu vois, je mets mon foulard, j'inspire et je souffle. Périnée transverse, je maintiens. Hein. Vous vous rappelez le périnée? C'est comme quand je lâche un gaz. Je me retiens de lâcher un gaz. Tu vois, je cherche à soulever cette petite cloche. Donc ça n'a pas besoin d'être très puissant, un périnée. Même quand il fonctionne, il n'est jamais en pleine contraction. C'est un muscle qui n'est pas contracté très puissamment, de toute façon. Il est fait comme ça pour être en fond. Je crois qu'on est sur quelque chose de 30%, même quand il marche correctement, il ne se contracte jamais à 100%, même quand il marche. Donc si vous sentez juste ça bouge, et le transverse. Le ventre plat. Périnée transverse, vous maintenez. Et vous mettez votre foulard pour vous faire un repère, et vous le faites entre 3 et 5 fois. D'accord? Si vous voyez que là, ça ne bouge pas, c'est que le ventre, il y a un souci neurologique. Si là, vous voyez que le ventre, vous n'arrivez pas à le lever, c'est que le transverse, vous arrivez pas encore vous avez perdu la commande. Donc si vous voulez chercher ça, regardez la vidéo que je vous ai faite sur gainage et position neutre et essayez de les dissocier. Vous bossez d'abord le périnée, d'abord le transverse et après vous essayez de les faire ensemble et ça va vite revenir dans le cerveau. Un mois ou deux, un mois et demi, 2 mois, 2-3 minutes par jour et ça va revenir. Donc parce qu'il y a des gens qui sont starters du périnée et des gens qui sont starters du transverse. C'est-à-dire que certaines personnes, c'est le transverse qui lance le périnée, d'autres, c'est le périnée qui lance le transverse. Donc dans tous les cas, il va falloir bosser les deux. Mais nous, on va juste s'en servir pour essayer d'engager l'écran droit pour qu'il soit moins rigide vers le bas et qu'il reprenne de l'espace. Et donc que ça amène du sang et que vous allez empêcher, vous allez faire que les nutriments circulent, que l'oxygène circule et donc combattre cette mauvaise posture et les compensations qui se seront créées à cause ou avec lui. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Donc je vous souhaite bon exercice et je vous souhaite bon courage. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, il n'y a pas de problème. Merci à tous les amis, je vous fais des bisous.